Nous sommes en train de lire le commentaire de Shira Windows sur le chapitre du lapin Kano Sho, et actuellement le chapitre traite de la phrase le sens de nos sens. Selon Kano Benicia, cette phrase décrit ce qui ne peut être vu par les yeux, mais grâce à quoi les yeux voient. Il explique que ce que l'on voit avec les yeux est en réalité le Brahman, et que ce que l'on entend avec les oreilles est également le Brahman. Ainsi, le Brahman ne peut pas être connu par nos sens physiques, mais c'est le Brahman qui est le sens de nos sens physiques. Les sens physiques ne sont que des manifestations ou une organisation de la conscience qui vit dans un corps physique. Shira Windows remet en question notre conception actuelle des sens, qui les considère comme des fonctions des organes physiques. Il explique que les sens sont en réalité des fonctions des organes physiques et de la force vitale qui agit dans ces organes. Il souligne que cette idée d'attribuer aux sens quelque chose de plus grand qui appartient à une conscience supramentale ne semble pas très logique ni compréhensible selon notre compréhension actuelle. Cependant, Shira Windows nous invite à examiner plus profondément les apparences extérieures et à pénétrer au-delà de celles-ci. Il pose la question clé, quelle est en essence la notion de sens, distincte de son fonctionnement ? Il explique que dans le fonctionnement, nous pouvons observer certaines étapes, mais qu'en essence, quelque chose d'autre se produit. Il décrit le fonctionnement des sens comme impliquant un contact entre l'esprit et un modèle de la matière. Par exemple, lorsque nous regardons un arbre, notre esprit n'observe jamais l'arbre directement, mais plutôt sa représentation dans notre conscience physique et rétinienne, avec laquelle notre esprit entre en contact. Il souligne également le rôle de l'énergie nerveuse, qui agit comme un lien entre le modèle de la matière et l'esprit. Selon Shira Windows, il y a 3 étapes dans le fonctionnement des sens, le transfert de l'objet matériel au modèle matériel de l'objet, l'impression nerveuse ou d'énergie qui est donnée à ce modèle par la force vitale et enfin, l'impression reproduite dans l'esprit. À chaque étape, des valeurs, des interprétations et des associations sont ajoutées. Par exemple, lorsque nous regardons un arbre, l'énergie vitale reçoit les signaux électriques représentant l'image de l'arbre dans notre conscience physique, puis elle crée une impression de l'arbre, qui peut évoquer des sentiments de sécurité ou de danger. Ensuite, l'esprit ajoute son propre interprétation et associe ses impressions avec ses propres valeurs. En conclusion, Shira Windows nous encourage à aller au-delà de notre compréhension actuelle des sens et à explorer leur essence véritable. Il suggère que les sens ne sont pas seulement des fonctions des organes physiques, mais qu'ils sont liés à une conscience supérieure, le Brahman. En comprenant cette essence, nous pouvons accéder à une perception plus profonde et plus véritable de notre réalité. Le corps tout entier frissonnant, il ne supporte pas ce son, cela les blesse physiquement. C'est l'enregistrement qui se produit dans l'énergie vitale du corps. La peur ou la sécurité peut être instinctivement ressentie par l'énergie vitale lors de la première rencontre avec un animal. Il peut y avoir une reconnaissance que cet endroit est dangereux. Les animaux prennent des mesures préventives instinctives face aux catastrophes naturelles, contrairement à l'être humain qui n'en a pas encore conscience. Certaines expériences montrent que le cerveau anticipe nos sens lorsque nous sommes confrontés à un danger. Notre conscience perçoit donc quelque chose avant même que l'image physique ne se présente. Le niveau de l'énergie vitale est ainsi extrêmement important, bien que presque inconscient pour nous. Ensuite, l'esprit reproduit l'image à sa manière, différente de l'image physique réelle. Nous vivons surtout dans des idées et des valeurs que nous attribuons à ces idées, créant ainsi notre propre monde. Parfois, il faut un choc physique pour nous réveiller et nous rendre compte que quelque chose ne va pas. Mais l'esprit finit par s'habituer à cette nouvelle situation et continue de vivre dans l'idée de cette nouvelle réalité. Tout ce processus se déroule très rapidement et nous n'en sommes pas pleinement conscients en raison de la rapidité avec laquelle il se produit. Il est possible, cependant, d'entrer dans un état différent de perception du temps où ces 3 niveaux peuvent être clairement perçus. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'expérience de la conscience et du monde matériel. Il explique que la réalité que nous percevons est filtrée à travers 3 niveaux de conscience, le niveau matériel, le niveau vital et nerveux, et le niveau mental. L'auteur souligne que nous ne percevons jamais le monde matériel tel qu'il est réellement, mais plutôt à travers ces différents niveaux de conscience. Ainsi, lorsqu'une personne est confrontée à des situations extrêmes, comme une explosion, il est possible que la conscience reste présente même si le corps physique est détruit. Cela montre à quel point notre perception de la réalité dépend de ces différents niveaux de conscience. L'auteur mentionne également que lorsqu'une personne meurt, il peut y avoir une période de confusion pendant laquelle elle refuse de reconnaître la réalité de sa propre mort. Ce résumé met en évidence l'idée que notre expérience du monde matériel est conditionnée par notre niveau de conscience. La présence physique est essentielle pour pouvoir percevoir le monde matériel. En tant qu'être conscient, nous avons choisi de nous incarner dans un corps physique pour explorer et découvrir les secrets de la matière. C'est pourquoi le corps physique est si important dans notre expérience de la réalité matérielle. Si notre corps physique est endommagé, cela peut affecter notre perception et distordre notre expérience. Il peut y avoir des cas où la vision est altérée malgré un fonctionnement normal des yeux, ce qui peut être dû à des dommages dans les couches vitales ou mentales. Par exemple, le stress post-traumatique peut provoquer une perte de vision même si les yeux ne sont pas physiquement touchés. De même, des réactions mentales intenses ou des changements dans les croyances peuvent altérer notre perception.
En comprenant ces différentes couches de notre être et comment elles influencent notre perception, nous pouvons mieux comprendre le processus sensoriel. Finalement, le contact avec le monde extérieur est essentiel pour notre expérience sensorielle et constitue la base de la perception. Dans ce passage, l'auteur discute de la capacité des plantes à ressentir et à réagir à leur environnement. Il mentionne les travaux du scientifique indien Jagadish Chandra Bose, qui a démontré que les réponses dans les plantes étaient similaires à celles des tissus humains et des métaux. Les expériences ont montré que les plantes avaient une sensibilité à la conscience humaine, réagissant aux intentions et aux émotions des personnes qui s'en approchaient. Cependant, l'auteur souligne que bien que les plantes aient une sensation vitale, elles n'ont pas de mentalisation comme les animaux, ce qui les empêche de voir ou savoir de la même manière que les êtres conscients. Selon Sri Aurobindo, dans son ouvrage sur la synthèse du yoga, la conscience mentale est présente chez les animaux, mais elle se développe de manière plus sophistiquée chez les animaux plus évolués. Ils ont des sensations et ressentent des émotions. Cependant, on ne peut pas affirmer que les plantes ressentent des émotions car elles n'ont pas d'enregistrement mental de celles-ci. La conscience mentale est définie comme un contact mental avec un objet et une reproduction mentale de son image. C'est grâce à cela que nous pouvons percevoir les objets comme tels, et non seulement comme des combinaisons de formes et de couleurs. Sri Aurobindo explique également que notre expérience du monde est basée sur cet embodiment de l'esprit dans la matière et que cela crée une continuité de la conscience qui va du niveau matériel au niveau mental. Cependant, notre esprit est tellement enraciné dans la matière qu'il ne peut pas voir au-delà. Il ne peut opérer que par le biais des liens physiques. Lorsque l'esprit se sépare du corps, il réalise que la réalité matérielle est presque aussi fine qu'une construction mentale. L'esprit découvre sa liberté et sa fluidité, capable de créer des réalités différentes de celles de la matière. Cependant, l'esprit enraciné dans la conscience physique ne peut pas faire cela car il considère l'imagination comme irréelle. Sri Aurobindo évoque une hypothèse où la base de notre conscience serait la conscience mentale plutôt que la matière. Dans ce scénario, l'imagination et les réalités mentales seraient plus réelles que le monde matériel tel que nous le percevons actuellement. Cette réflexion nous amène à remettre en question notre vision du monde et à considérer les possibilités d'une conscience plus libre et plus fluide qui ne serait pas limitée par la matérialité. Imaginons un monde mental où l'esprit est à la base, et non la matière. Dans ce monde, les opérations seraient totalement différentes. L'esprit percevrait mentalement une image et la matérialiserait peu à peu en une substance plus tangible. Les formations physiques existantes dans ce monde répondraient rapidement aux suggestions de l'esprit et s'y conformeraient. L'esprit serait donc créatif et maître de son environnement, contrairement à notre monde où il est souvent soumis à la matière. Cette inversion de base entraînerait une expérience complètement différente, où l'esprit pourrait percevoir et façonner directement les choses selon ses idées. Par exemple, en visualisant et imaginant la forme d'une rose, l'esprit pourrait la matérialiser dans une substance plus dense et tangible. Les formations physiques présentes dans ce monde répondraient rapidement à la volonté de l'esprit. Cependant, cette réalité du monde mental est en contraste avec la rigidité et la densité de la matière dans notre monde. Pour que l'esprit puisse exprimer pleinement sa créativité, il doit se manifester complètement dans la matière. Ainsi, la matière devient le domaine de la permanence et de la forme, tandis que l'esprit reste le domaine de l'idée et de la créativité. Dans ce monde mental, les formes et les objets sont d'abord perçus de manière énergétique, puis sont attribués à une forme, une couleur et une image associées par l'esprit. En résumé, dans un hypothétique monde où l'esprit est à la base, l'esprit pourrait créer et façonner directement la matière selon ses idées. Cela serait une expérience totalement différente de notre monde actuel, où l'esprit est souvent soumis à la matière. Selon cette idée, l'esprit est actuellement limité par la matière et dépendant d'elle pour s'exprimer. Cependant, si la relation entre l'esprit et la matière était inversée, où la matière pourrait librement exprimer ce que l'esprit conçoit, alors l'esprit deviendrait maître de sa créativité et pourrait donner vie à toutes les formes qu'il imagine. Avant la création du monde matériel, ces formes existaient déjà dans le monde mental. Mais à mesure que la matière est devenue de plus en plus dense, elle a perdu sa flexibilité, tandis que l'idée était toujours présente en elle, cherchant à s'exprimer. Les créatures évoluées existaient déjà dans le monde mental, où elles étaient lumineuses et presque immortelles, mais dans le monde physique elles sont devenues limitées, inertes et incapables. Toutefois, il est possible que cette relation puisse être rétablie lorsque la conscience supramentale s'appropriera l'esprit et la matière, leur donnant une forme et une expression libre. Dans cette situation, l'esprit serait maître, créatif et originaire, contrairement à notre relation actuelle avec la matière où l'esprit est soit obéissant et simplement reproductif, soit en lutte avec elle et ayant du mal à la modifier. L'art, selon cette perspective, ne devrait pas simplement copier la réalité matérielle, mais révéler la réalité spirituelle qui se cache derrière la forme physique. C'est grâce à cette révélation que l'art devient accompli et éternel. Dans ce passage, l'auteur explique que la matière a sa propre prédétermination et qu'il est difficile de la modifier. L'auteur fait référence à Dudley, qui est réticent à toucher la matière et voit ses détails se perdre lorsqu'il essaie de sculpter quelque chose comme une rose en argile.
Cependant, l'auteur mentionne que sur un écran d'ordinateur, nous sommes capables de représenter les réalités du monde mental de manière fluide et flexible, avec des couleurs qui ne peuvent pas être reproduites physiquement. L'auteur affirme que dans le futur, il sera possible de représenter ces couleurs dans la matière. L'auteur souligne également que grâce à la réalité virtuelle, nous pouvons désormais façonner la substance en utilisant nos mains, même s'il n'y a pas de substance physique réelle. Il explique que cela permet de transcrire les réalités du monde mental dans notre expérience matérielle. L'auteur mentionne ensuite que dans le futur, le super-esprit permettra à la conscience de fonctionner directement dans les différents domaines de la conscience, y compris la conscience physique. En conclusion, l'auteur soutient que les sens sont fondamentalement le contact de l'esprit avec les choses, même si ce sont des choses matérielles. Ce texte explore le processus de perception et de compréhension de l'esprit humain, en soulignant que les 5 sens fonctionnent en interaction avec l'esprit pour interagir avec le monde matériel ou mental. Il souligne également l'importance de la conscience supramentale dans ce processus. Le prochain chapitre abordera la relation entre l'esprit et les 5 sens, afin de mieux comprendre comment l'esprit peut percevoir, voir, entendre et expérimenter de manière plus complète. Le texte fait également référence au principe de l'intelligence artificielle et de la robotique, en soulignant que l'humanité pourrait éventuellement développer des robots dotés d'une conscience et d'une intelligence plus élevée. Cependant, ces développements soulèvent des questions éthiques complexes auxquelles l'humanité continue d'explorer. En conclusion, le texte invite ceux qui sont intéressés à explorer le sujet plus en profondeur en regardant le film Ex Machina, qui explore certaines de ces questions éthiques liées à l'intelligence artificielle et aux robots conscients.